J'aimerais vous raconter une histoire qui m'épate encore aujourd'hui. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de ce qui s'est passé au large des côtes de la Colombie-Britannique en octobre 2019, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle légende urbaine. Mais plus je creusais, plus je me rendais compte que c'était vraiment arrivé. David Mackenzie était un plongeur professionnel avec 20 ans d'expérience, 42 ans, une forte carrure, une personnalité calme. Il vivait dans la petite ville de Tofino, sur l'île de Vancouver, où l'océan n'était pas seulement un travail, mais une partie de son âme. Chaque matin, il regardait l'eau et savait qu'aujourd'hui, il allait plonger à nouveau. David gagnait sa vie en récoltant des fruits de mer, coquilles Saint-Jacques, oursins, parfois crabes, mais les plus appréciés étaient les ormeaux, de grosses palourdes que les restaurants locaux achetaient pour une centaine de dollars le kilo. On pouvait en obtenir une bonne quantité en une journée si l'on connaissait les bons endroits. En ce matin d'octobre, l'océan est aussi calme qu'une surface de verre. La visibilité sous l'eau est de 15 mètres, ce qui était considéré comme excellent pour ces lieux. David charge son bateau avec le matériel habituel, combinaisons, bouteilles, épuisettes. Il se dirige vers un récif familier situé à 20 minutes au large. Profond de 30 mètres, il est couvert d'algues et de rochers, ce qui est parfait pour les crustacés. David a plongé ici des centaines de fois et connaît chaque corniche, chaque crevasse. La plongée commence comme d'habitude. David descend doucement au fond, allume sa torche sous-marine et commence à examiner les rochers. Il trouve rapidement les premiers ormeaux, de grands et beaux coquillages qui s'accrochent fermement à la surface de la roche. Il les a soigneusement ramassés à l'aide d'un couteau et les a mis dans un filet. Après environ une demi-heure de travail, quelque chose a changé. David l'a d'abord ressenti intuitivement, comme si quelqu'un l'observait. Il s'est retourné et a vu une ombre. Une grande ombre noire et blanche qui glissait lentement au loin entre les algues. Un orque, un spécimen adulte de 7 mètres de long. David se figea, essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Au cours de toutes ces années passées sous l'eau, il n'avait rencontré ces mammifères qu'à quelques reprises, et à chaque fois, ils passaient à côté de lui sans faire attention. Mais cette orque se comportait différemment. Elle ne s'est pas éloignée. Au contraire, elle a commencé à tourner autour de David, en rétrécissant progressivement ses cercles. Ses mouvements étaient fluides, presque hypnotiques, mais ils avaient quelque chose de sinistre. David décide de mettre fin à la plongée. Il commence lentement à remonter à la surface, en contrôlant la vitesse de décompression. Mais l'orque ne le lâche pas d'une semelle. Elle le suit, tout en restant à quelques mètres de lui. Parfois, elle disparaissait de la vue, et David pensait que c'était fini, mais elle réapparaissait ensuite, soit par le côté, soit par le bas. À une profondeur de 15 mètres, il s'est passé quelque chose d'incroyable. L'orque accélère brusquement et se retrouve juste au-dessus de David. Son corps massif masque la lumière du soleil qui pénètre depuis la surface. David tente de s'éloigner à la nage, mais l'orque suit chacun de ses mouvements. Lorsqu'il a tenté de refaire surface, l'orque est descendu plus bas, lui bloquant ainsi la remontée. Son énorme tête n'est plus qu'à 1 mètre du visage de David. Il peut voir ses yeux, un regard intelligent et délibéré qui semble l'étudier. David vérifie le manomètre. Il lui reste environ 10 minutes d'air en respirant normalement, mais son cœur bat si vite que le débit a doublé. La panique commence à lui monter à la gorge, mais il se force à rester calme. La règle cardinale de la plongée est de ne jamais paniquer sous l'eau.
Il tente de contourner l'orque par la gauche. L'animal réagit instantanément et bloque cette voie. David essaie par la droite. Le résultat est le même. L'orque se déplace avec une précision incroyable, comme si elle anticipait ses moindres intentions. 5 minutes s'écoulent encore. L'air manque cruellement. David se rend compte qu'une décision doit être prise immédiatement. Il retire la charge d'urgence de sa ceinture et la jette brusquement vers le bas, espérant ainsi distraire l'orque. L'animal suit des yeux la chute du poids, mais ne bouge pas. David tente de remonter brusquement à la surface, ignorant les règles de décompression, mais l'orque est plus rapide. Elle se retourne et bloque à nouveau la remontée. David peut voir chaque détail de sa peau, les cicatrices de ses anciennes blessures, les taches blanches sur sa tête. L'air commence à manquer. Le manomètre affichait la zone rouge. David avait un détendeur de rechange, mais il n'offrait que quelques minutes de respiration, le temps de faire surface en urgence. David l'a mise en marche et a pris une grande inspiration. À ce moment-là, l'orque a fait quelque chose d'inattendu. Elle a émis un son, un cri grave et vibrant, que David a ressenti de tout son corps. Immédiatement, d'autres voix ont réagi. Un deuxième orque apparaît sur la droite, puis un troisième. Il y en a 5 en tout. David se retrouve au centre du groupe d'orques. Elles l'entourent d'un cercle serré, l'empêchant de bouger dans quelque direction que ce soit. Leurs mouvements synchronisés ressemblaient à d'anciens rituels. De temps en temps, l'un des orques s'approchait si près que David pouvait le toucher de la main. L'air de réserve commence à manquer. David sent que sa conscience commence à s'obscurcir à cause du manque d'oxygène. Il réalise que c'est la fin. Remonter à la surface, sans air, depuis une profondeur de 15 mètres, signifiait une mort certaine, par accident de décompression, ou par noyade. C'est alors qu'un miracle se produit. L'orque la plus âgée, celle qui était apparue la première, s'éloigne lentement à la nage. Les autres ont suivi. L'anneau s'ouvre et la voie est libre. David n'hésite pas. Il entame une remontée d'urgence, enfreignant toutes les règles de sécurité. Il atteint la surface avec la dernière bouffée d'air qu'il lui reste. Ses poumons brûlent à cause du manque d'oxygène. Ses oreilles bourdonnent, mais il est vivant. Le bateau tangue à 20 mètres de là. David l'atteignit, lutta pour y monter et tomba au fond, la respiration haletante. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il frissonnait de tout son corps. Des orques nageaient autour du bateau. Elles apparaissaient à la surface, exhalaient des gerbes d'eau, puis replongeaient. David a démarré le moteur et s'est dirigé vers le rivage. Les orques l'ont suivi jusqu'à mi-chemin, puis ont disparu dans les profondeurs de l'océan. Jusqu'au port, David essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ne l'ont-ils pas laissé partir? Et pourquoi l'ont-ils finalement laissé partir? Au port, sa femme Sarah l'attend. Il lui suffit de regarder le visage de son mari pour comprendre que quelque chose ne va pas. David lui raconte toute l'histoire, et Sarah insiste pour voir un médecin. L'examen n'a révélé aucun problème grave, mais le médecin a mis en garde contre les conséquences possibles d'un resurfaçage rapide. David n'a pas travaillé pendant quelques jours. Il s'est assis sur le rivage et a regardé l'océan, essayant de trouver des réponses. Les pêcheurs locaux étaient sceptiques quant à son histoire. Les orques ne sont pas agressives envers les humains. Il y a eu des incidents isolés, mais rien de tel n'a jamais été enregistré dans ces eaux. Mais une semaine plus tard, une nouvelle est venue tout changer. Un biologiste marin de l'université de Victoria
a publié un article sur le comportement étrange des orques au large des côtes de la Colombie-Britannique. Plusieurs groupes de ces animaux faisaient preuve d'une activité inhabituelle. Ils piégeaient des plongeurs sous l'eau. Il s'avère que David n'était pas le seul. Au cours des 3 derniers mois, 4 autres cas similaires ont été enregistrés. Dans tous les cas, les orques n'ont pas blessé physiquement les plongeurs, mais les ont empêchés de remonter à la surface pendant une longue période. 2 plongeurs ont souffert d'accidents de décompression en raison de leur remontée d'urgence à la surface. Les biologistes ont proposé plusieurs hypothèses. Peut-être les orques étudiaient-elles les humains, faisant preuve de curiosité à l'égard de créatures inconnues dans leur habitat. Ou bien il s'agissait d'une réaction de défense face aux changements survenus dans l'océan. Pollution, bruit des navires, diminution des ressources alimentaires. La 3e théorie m'a semblé la plus intéressante. Certains scientifiques ont suggéré que les orques essayaient de communiquer quelque chose. Ces animaux ont développé une intelligence et une structure sociale complexes. Peut-être utilisaient-ils le seul moyen à leur disposition pour attirer l'attention sur les problèmes de l'océan. David a repris le travail 1 mois plus tard. Mais désormais, il ne plongeait plus qu'en binôme avec un partenaire et restait toujours en contact avec la surface. Les orques ne le dérangent plus, mais il les aperçoit souvent au loin. Chaque fois qu'il remarquait les nageoires dorsales distinctives, il se souvenait de ce jour. Sarah a insisté pour que David raconte son histoire au journal local. L'article s'intitule « Rencontre avec un orque, mysticisme ou science ». L'histoire a attiré l'attention des chercheurs et des journalistes spécialisés dans la vie marine. David a été invité à plusieurs émissions de radio, mais le plus important est une rencontre avec le docteur Mary Harrison, la plus grande spécialiste canadienne du comportement des orques. Elle étudie ces animaux depuis 20 ans et affirme que leur comportement a radicalement changé au cours de la dernière décennie. Les orques deviennent plus agressives face à l'activité humaine, explique le docteur Harrison. Elles commencent à nous considérer comme une menace. Elles essaient peut-être de nous faire comprendre que nous allons trop loin dans la destruction de leur monde. Elle a décrit d'autres cas de comportement inhabituel des orques. En Espagne, elles ont attaqué des yachts, endommageant les gouvernails et les coques. Au large de l'Alaska, un groupe d'orques a encerclé un bateau de touristes et l'a assiégé pendant plusieurs heures. Tous ces incidents se sont produits ces dernières années. David a commencé à étudier le sujet de manière plus approfondie. Il lit des dizaines d'articles scientifiques, discute avec d'autres plongeurs qui ont vécu des expériences similaires. Une image inquiétante se dessine. L'océan change et ses habitants réagissent à ces changements. Le changement climatique, la pollution plastique, la pollution sonore des navires et le déclin des populations de poissons sont autant de facteurs de stress pour les mammifères marins. Les orques, qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, ressentent ces changements de manière plus aiguë que les autres. Ce qui est arrivé à David sous l'eau n'est peut-être pas le fruit du hasard. Les orques voulaient peut-être envoyer un message indiquant que leur monde est en train d'être détruit et qu'elles ne peuvent plus rester silencieuses. Avec cette histoire, je voulais montrer que la frontière entre l'homme et la nature est beaucoup plus mince que nous ne le pensons. David Mackenzie continue de plonger, mais il le fait désormais avec plus de respect pour l'océan et ses habitants. Chaque plongée lui rappelle le jour où les orques lui ont donné une leçon selon laquelle nous ne sommes pas les maîtres de l'océan. Nous ne sommes que des invités dans un monde qui a existé des millions d'années avant notre ère.
Et si nous n'apprenons pas à respecter ce monde, ses habitants devront peut-être nous le rappeler de plus en plus souvent. Je pense encore à ce que David a ressenti lorsqu'il a regardé dans les yeux de l'orque. Qu'y a-t-il vu? De la curiosité, une menace ou un appel à l'aide d'un être sensible qui ne pouvait plus rester silencieux face à la destruction de sa maison? Nous ne connaîtrons jamais la réponse exacte. Mais chaque fois que je regarde l'océan, je me souviens de cette histoire. Et j'espère qu'un jour, nous apprendrons à écouter ce que la nature essaie de nous dire, avant qu'il ne soit trop tard. 1 an après cet incident, j'ai décidé de me rendre à Tofino en personne. J'avais besoin de voir l'endroit de mes propres yeux, de parler aux gens qui travaillent dans ces eaux tous les jours. L'histoire de David m'a tenu en haleine. Il y avait trop de questions sans réponse. Tofino est une petite ville située sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Sa population dépasse à peine les 2000 habitants. Mais c'est un endroit connu des surfeurs et des amateurs de faune et de flore du monde entier. Des forêts anciennes et le vaste océan Pacifique s'y rencontrent. David a accepté de me rencontrer dans un café local, appelé Floating Dock. C'est là que se réunissent les pêcheurs, les plongeurs et les guides marins. L'atmosphère y est particulière. Les murs sont couverts de photos de prises réussies. Des cartes marines sont posées sur les tables et l'odeur du sel et du café flotte dans l'air. David semble calme, mais je remarque qu'il jette de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre en direction de l'océan. « Tu sais, » dit-il en remuant son café, « je pensais que j'oublierais ces sentiments avec le temps. Mais chaque fois que je me prépare à plonger, je me souviens de ses yeux. » Il m'a raconté des détails qui ne figuraient pas dans les articles de presse. Il m'a raconté des détails qui ne figurent pas dans les articles de presse, comme la façon dont son sommeil a changé après sa rencontre avec les orques. Les premières semaines, il a fait des cauchemars dans lesquels il se voyait sous l'eau, entouré d'immenses ombres noires. Il se réveillait en sueur froide, haletant. Sarah voulait que je change de carrière, poursuit David. Elle craignait que je ne sois pas aussi chanceux la prochaine fois. Mais l'océan est tout ce que je sais faire. C'est ma vie depuis que j'ai 18 ans. Nous nous sommes rendus au port, où le bateau de David était garé. Un petit bateau de 7 mètres de long, équipé d'un puissant moteur hors bord et d'une plateforme de plongée. À bord, un compresseur pour remplir les réservoirs, des caisses de matériel et des équipements de navigation. C'est de là que je suis parti ce jour-là, dit David en montrant la mer. Et là-bas, au-delà de ces rochers, c'est là que la rencontre a eu lieu. Il désigne un groupe de petits îlots à 2000 au large. L'eau qui les entoure semble particulièrement sombre et profonde. David propose de s'y rendre immédiatement. Vous voulez voir la scène? Je ne te conseille pas de plonger. La visibilité est mauvaise aujourd'hui et le courant est fort. J'ai accepté, même si je dois admettre que j'avais des sentiments mitigés à l'idée de me retrouver dans ces eaux. Nous sommes partis en mer à bord du bateau de David. L'océan est agité. Des vagues d'1 mètre de haut secouent le bateau et le vent fait voler les embruns sur les crêtes. D'habitude, c'est plus calme ici, a crié David, en bloquant le bruit du moteur. Mais l'eau est toujours trouble après une tempête. 20 minutes plus tard, nous atteignons l'endroit. David coupe le moteur et le bateau se met à tanguer sur les vagues. Tout autour de nous, une surface d'eau gris-vert s'étendait jusqu'à l'horizon. Il semblait incroyable que quelque part sous nos pieds, à une profondeur de 30 mètres, cette rencontre dramatique ait eu lieu. « Ici », dit David en regardant dans l'eau. C'est à cet endroit que j'ai vu son ombre pour la première fois. Il sort son échosondeur et l'allume.
Une image du fond apparaît sur l'écran. Il est irrégulier, couvert de rochers et d'algues. La profondeur est de 28 mètres. Soudain, David devient silencieux. Il fixe intensément l'îlot le plus proche. « Tu le vois ?» demande-t-il en chuchotant, en pointant sa main. J'ai suivi son regard, et j'ai vu un aileron noir fendre la surface de l'eau à une centaine de mètres. Un orque, puis un deuxième aileron, un troisième. Tout un groupe de ces géants des mers se déplaçait lentement le long de l'îlot. Mon cœur bat la chamade. Même à bonne distance, ces animaux donnent une impression de puissance incroyable. « C'est eux ?» demandai-je. David secoue la tête. « Je n'en sais rien. C'est possible. Les orques vivent en famille, et ces eaux sont leur territoire. Mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr. » Ils démarrent le moteur. Nous ferions mieux de ne pas les déranger. Sur le chemin du retour, David m'a parlé d'autres plongeurs qui avaient vécu des expériences similaires. Jack Robertson, un vétéran de 30 ans, avait rencontré l'année dernière un orque à une profondeur de 20 mètres. L'animal l'a suivi pendant la majeure partie de la plongée, mais ne l'a pas empêché de remonter à la surface. Une jeune fille nommée Emily Chen a décrit comment un groupe d'orques l'a entourée à une profondeur de 15 mètres. Elles ont nagé autour d'elle en décrivant des cercles et en émettant des sons qu'elle pouvait ressentir avec tout son corps. C'était comme un chant, a-t-elle déclaré, comme s'ils essayaient de me dire quelque chose. Tous ces cas ont un point commun. Les orques n'étaient pas agressives, mais leur comportement était radicalement différent de la normale. Auparavant, ces animaux évitaient tout contact avec les humains. Aujourd'hui, elles semblent chercher volontairement à faire des rencontres. De retour au port, nous avons rencontré le docteur Harrison. Elle est venue de Victoria spécialement pour étudier la population locale d'orques. Au cours des 2 dernières années, nous avons enregistré 43 observations de comportements inhabituels de ces animaux tout au long de la côte de la Colombie-Britannique, explique-t-elle. Ces observations se produisaient auparavant tous les 2 ans. Aujourd'hui, elles ont lieu toutes les semaines. Il y a quelque chose qui fait que les orques changent de comportement, et nous essayons de comprendre de quoi il s'agit. Le docteur Harrison m'a montré des graphiques et des tableaux montrant clairement l'augmentation du nombre d'incidents. Une théorie relie le changement de comportement des orques au déclin de leur principale proie, le saumon. La population de saumon du Pacifique a chuté de 60% au cours des 20 dernières années. Les orques affamés ont été contraintes de trouver de nouvelles sources de nourriture et de pénétrer dans des zones inconnues. La deuxième théorie concerne la pollution acoustique. L'augmentation du trafic maritime dans les eaux côtières crée un bruit de fond constant qui interfère avec la capacité des orques à chasser et à socialiser. Les rencontres avec les plongeurs étaient peut-être des tentatives de trouver le silence dans le monde sous-marin. La troisième version m'a semblé la plus intrigante. Certains chercheurs pensent que les orques font preuve d'un comportement territorial. Elles essayaient de montrer aux humains que le monde sous-marin leur appartenait et que les humains n'étaient que des invités. Les orques comptent parmi les animaux les plus intelligents de la planète, explique le docteur Harrison. Leur cerveau est complexe et leur comportement social comprend des éléments que nous commençons à peine à comprendre. Elles sont peut-être capables d'une pensée plus complexe que nous ne le pensions. J'ai passé 3 autres jours à Tofino, à discuter avec les habitants. Les pêcheurs ont signalé que les orques étaient de plus en plus fréquentes dans les eaux côtières. Les guides touristiques ont remarqué que les animaux n'avaient donc plus peur des bateaux et qu'ils s'en approchaient parfois de très près. Bill Henderson, propriétaire d'un centre de plongée, a fait part de ses observations. Avant, nous pouvions passer des mois sans voir un seul orque. Aujourd'hui,
Elles apparaissent presque toutes les semaines, et elles se comportent de manière étrange, comme si elles nous étudiaient. Une histoire en particulier m'a frappé. Un groupe de touristes allemands plongeait près d'un récif corallien local. Soudain, 4 orques sont apparus et ont commencé à nager au milieu des gens, sans montrer d'agressivité, mais sans s'éloigner non plus. Elles sont restées là pendant une demi-heure, raconte l'instructeur Mike O'Brien. Elles nageaient autour d'eux et les observaient. Un touriste a essayé de toucher l'orque, mais elle s'est éloignée. On aurait dit qu'ils avaient leurs propres règles du jeu. Le dernier jour de mon séjour à Tofino, j'ai retrouvé David. Il se préparait à plonger, cette fois avec un partenaire, et en communication constante avec la surface. « Je ne peux pas laisser un incident changer toute ma vie », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, je plonge différemment. Qu'est-ce qui a changé ? Avant, je me sentais chez moi sous l'eau. Maintenant, je me rends compte que je suis un invité, et je me comporte en conséquence, avec respect pour mes hôtes. » David vérifie son équipement et regarde l'océan. C'est peut-être la leçon qu'il voulait donner. De retour chez moi, j'ai continué à faire des recherches sur la façon dont les orques interagissent avec les humains. Les recherches ont montré que ces animaux ont des traditions culturelles qui se transmettent de génération en génération. Les différents groupes d'orques ont leur propre dialecte et technique de chasse. Le changement de comportement des orques est peut-être une nouvelle tradition culturelle qui est en train de se former. Une réaction au changement dans l'océan, une tentative d'adaptation à la présence de l'homme dans leur habitat. J'ai contacté des chercheurs dans d'autres pays où des cas similaires ont été observés. En Norvège, les orques ont commencé à suivre les bateaux de pêche, exigeant leur part de la prise. En Nouvelle-Zélande, un groupe de ces animaux a appris à prendre les poissons des plongeurs sans les blesser. La tendance est claire. Partout dans le monde, les orques changent d'attitude à l'égard des humains. Elles deviennent plus audacieuses, plus proactives dans leur contact, mais surtout, elles ne montraient aucune agressivité. Au contraire, il semble qu'elles tentent d'établir de nouvelles règles de coexistence. L'histoire de David Mackenzie est devenue le symbole de ces changements. Un homme qui avait passé des milliers d'heures sous l'eau s'est soudain retrouvé dans une situation où les créatures marines lui ont rappelé qui était le véritable maître. Mais surtout, cette affaire a incité de nombreuses personnes à porter un regard nouveau sur l'océan. David a commencé à travailler avec des organisations environnementales et à parler de la nécessité de protéger l'environnement marin. Son histoire a fait l'objet de documentaires et de programmes éducatifs.